retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité journaliste Monsieur Touré, ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Alfred Chongo. Et record historique de visiteurs au Siam à Meknès au Maroc. L'édition 2016 du Salon international de l'agriculture qui s'est tenue du 26 avril au 1er mai a vu 1 million de visiteurs au total. Une grande première selon les organisateurs qui se réjouissent de l'écho de cette rencontre professionnelle. Un sujet qui nous a été réalisé par Idlet Mirabel-Bissou. 1 million de visiteurs, c'est le chiffre record historique de la 11e édition du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Meknès au Maroc jusqu'au 1er mai 2016. Depuis l'ouverture le 26 avril, le salon a rassemblé des professionnels venus des 4 coins du monde. Je viens du Gabon pour participer à la foire agricole ici à Meknès. Mon entreprise est spécialisée dans la production et la transformation des produits alimentaires. Donc mon passage ici, c'est pour présenter un peu le savoir-faire de notre entreprise et en même temps trouver des partenaires. Nous aimerons tisser des partenariats avec les uns et les autres qui pourront s'intéresser à nos produits gabonais. L'agriculture se présente comme l'un des piliers du développement de l'Afrique. Les États s'orientent vers une agriculture de masse pour garantir l'industrialisation et l'exportation. Au Maroc, le secteur contribue à hauteur de 19% du PIB national, partagé entre agriculture 15% et agro-industrie 4%. Il emploie plus de 4 millions de personnes, dont environ 100 000 dans l'agro-industrie. La nouvelle stratégie agricole du plan Maroc vert vise à répondre aux nouveaux défis du Maroc en matière de compétitivité et d'ouverture des marchés. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et chaque année nous sommes impressionnés par les innovations que nous voyons ici au niveau de l'agriculture. Et ce sont des expériences dont nous allons nous enrichir en ce qui nous concerne. Mais aussi, nous sommes intéressés de pouvoir accéder au marché du Nord et surtout du Moyen-Orient à partir de la plateforme que constitue le Siam. Les agriculteurs marocains sont tributaires de l'irrigation pour accroître leur productivité et leurs revenus, mais la raréfaction de l'eau exacerbée par le changement climatique est une source de difficultés croissantes. Ce service amélioré permettrait aux agriculteurs d'adopter des techniques d'irrigation plus efficaces et plus efficientes. Le Salon international de l'agriculture se présente comme une plateforme d'échange d'expériences entre professionnels du secteur agricole pour une croissance de productivité sur le continent. Alfred, le monde agricole, je dis bien le monde qui se croise au Maroc, de quoi réjouir les autorités du Royaume? Mais pas seulement les autorités du Royaume, Amira, c'est au fond les producteurs, les investisseurs ou les probables investisseurs africains ou étrangers qui viennent justement à cette foire-là. C'est un lieu de rencontre de plusieurs types d'expériences. Et donc là, l'expérience marocaine dans l'agriculture, dans l'irrigation, dans la production cosmétique, etc. Et puis les autres pays africains qui viennent, qui constatent effectivement les progrès qui sont réalisés, accomplis au Maroc et ce qu'eux-mêmes font dans leur pays. Et donc il y a comme là des échanges, des expériences et puis la prise de conscience justement de ces innovations agricoles ou agro-industrielles qui se mettent en place et qui partent du Maroc et qui pourraient effectivement essaimer dans le reste de l'Afrique. Quelqu'un rappelait là justement cette coopération Sud-Sud et je pense effectivement que les expériences marocaines au contact des expériences africaines peuvent donner quelque chose de nouveau et donc cette foire-là qui connaît un succès est un lieu en tout cas important justement de ce partage d'expériences, de savoirs et de connaissances. Monsieur Touré, est-ce que vous pensez que les politiques agricoles menées par le Maroc ont été à la hauteur des défis et des enjeux ? Mais je pense bien que ça a toujours été... Parce que si vous demandez aux Marocains, les Marocains, ils vous diront que tout n'est pas rose, mais il y a des types d'agriculture où le Maroc a assez d'expertise. Il le rappelait tout à l'heure en termes d'irrigation. Parce que le Maroc, c'est un pays qui pratique largement l'irrigation en termes dans l'agriculture. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas occulter dans ces analyses, c'est que le Maroc, contrairement à des pays comme l'Algérie ou Tunisie, c'est l'un des rares pays qui est ouvert à tous les pays d'Afrique noire. Vous verrez que la plupart des pays d'Afrique noire n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc. La compagnie marocaine desservit presque tous les pays d'Afrique noire. Donc ça fait qu'on ne peut que se réjouir de ce grand rendez-vous
qui n'est pas d'ailleurs le premier. Vous avez l'Aéro Expo que le Maroc organise, qui est un très très grand succès. À chaque 2 ans, quand il est organisé, vous voyez beaucoup de monde et vous verrez même la COP 22 qui se tient au Maroc sera un grand succès. Cela est dû à l'accueil, à la politique d'ouverture du Maroc dans tous les domaines, qui n'est pas que de l'agriculture. Alfred, je vous laisse rebondir. Vous pensez réellement que le Maroc a une politique d'ouverture ? Absolument. On l'a vu d'ailleurs au moment où le Mali sortait justement de la crise politique après les élections, comment le roi est allé à Bamako avec une forte délégation des ministres et des industriels, et puis comment il a mené cette diplomatie économique au sud du Sahara. Je pense effectivement que le royaume a profité du vide ou de l'absence justement de l'Algérie, parce qu'effectivement, l'Algérie avec l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, s'était arrêtée à l'époque justement de la Révolution. Et puis, l'Algérie a été secouée par les crises que nous connaissons et que donc aujourd'hui, effectivement, il y a cette politique sud-sud du Maroc qui est en train d'opérer, d'agir. Vous êtes obligé de vous couper, Alfred. C'est pas parce que vous dites du mal de l'Algérie, c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et pour augmenter la productivité et la création des entreprises en Côte d'Ivoire, les autorités misent sur la formation et l'entrepreneuriat. L'État va mettre en effet sur pied des activités de renforcement de capacités destinées aux entrepreneurs ivoiriens et aux jeunes porteurs de projets. Une initiative qui nous est expliquée par Oumou Kelsomba. Propulser la coopération économique en Côte d'Ivoire est l'une des priorités des autorités. Pour atteindre cet objectif, elle mise sur la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Selon les experts, la formation professionnelle est l'outil le plus efficace pour susciter le développement de l'esprit entrepreneurial. Les universités doivent, à l'instar des grandes écoles de renom, s'adapter aux exigences des temps présents en s'appropriant l'esprit d'entreprise. En d'autres termes, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est la création d'universités innovantes. Après une décennie de troubles politiques, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui une forte croissance. Des progrès significatifs ont été enregistrés et se poursuivent dans les domaines de l'inclusion sociale, des infrastructures, de la santé et de la gouvernance publique et privée. L'État propose désormais des activités de renforcement de capacités destinées aux entrepreneurs ivoiriens et aux jeunes porteurs de projets. Il n'y a plus d'emplois. Forcément, pour tout le monde, il faut absolument créer des outils, que ce soit en financement, que ce soit en système d'incubation, de l'externalisation, pour qu'on puisse permettre à ceux qui veulent s'exercer dans le privé de le faire. Rappelons qu'en 2015, le gouvernement avait créé une agence destinée à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Diverses initiatives ont été également prises pour favoriser l'employabilité de la jeunesse ivoirienne. Les experts préconisent d'offrir des stages et des cadres d'apprentissage aux jeunes diplômés. Monsieur Touré, peut-être un premier mot sur la vision politique de la Côte d'Ivoire qui a assimilé et bien compris que l'entrepreneuriat était la clé d'une économie compétitive et dynamique. Mais c'est le secteur privé qui crée la richesse. L'État ne peut qu'accompagner, l'État ne peut qu'organiser. Qui privilège le secteur privé privilège une économie de marché. Et tout est démontré qu'avec une économie de marché, on crée de la richesse. Et c'est cette richesse qui est redistribuée. Si la Côte d'Ivoire a entrepris cette démarche, c'est qu'elle a compris que c'est par là on peut aller, c'est par là on peut trouver la prospérité pour son peuple. Très vite. Gémal, vous êtes d'accord, aujourd'hui, dynamiser le secteur privé, la création d'entreprises, c'est le seul moyen de favoriser l'employabilité des jeunes? Ce n'est pas le seul moyen, c'est le meilleur? Le meilleur, sans aucun doute. Une entreprise est une communauté humaine qui crée de l'emploi, de la valeur et de la richesse. Et il est normal qu'au sein de cette communauté humaine, on donne suffisamment d'outils pour que la richesse profite à tout le monde. L'emploi, pour qu'il soit pérenne et durable, il ne peut se faire que dans l'entreprise. Sinon, on crée des fonctionnaires, et quand on crée des fonctionnaires, ça coûte cher, ça n'est pas toujours très rentable. La phrase, M. Touré, que vous connaissez tellement bien, de Clémenceau, qui consiste à dire que la France sème des impôts et récolte des fonctionnaires. Et c'est malheureusement cette habitude que beaucoup de pays francophones ont hérité de la France. Et malheureusement, on a hérité en plus de beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de réglementations, beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. Que l'entreprise reprenne sa place naturelle et qu'elle soit le vecteur de la richesse d'une société, ça me paraît absolument couler de bon sens.
Oui, Alfred, c'est un peu en partie cette dynamisation du secteur privé qui explique les performances économiques de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Oui, en partie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'État justement dans l'assainissement, la facilitation du climat des affaires et des investissements pour permettre justement au secteur privé de prendre sa part dans le redressement, la reconstruction. C'est vraiment important dans la création de l'emploi et des richesses. Mais je pense aussi que l'État a toujours sa part pour éviter justement toute entreprise privée qui broie justement des énergies et que donc il y a des secteurs où effectivement c'est le privé qui est nécessaire, qui est important. Il y a des secteurs où l'État devrait justement conserver son pouvoir régalien. Et ce secteur, comme l'éducation par exemple, ou la santé, ne peuvent effectivement que profiter à tous si l'État s'y engage. Mais dans les affaires, effectivement, laisser la place au privé, c'est pas mauvais. Merci Alfred. Mais ça a été un bonheur de vous retrouver sur ce plateau, Amira, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur bienveillance. Merci à vous également, Gemal. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et en particulier à nos amis de Pointe-Noire qui sont de fidèles téléspectateurs de l'ANR et d'Afrique 24 en général. Et oui, les téléspectatrices de Pointe-Noire. Et de toute l'Afrique, bien évidemment. Et merci à vous également, M. Touré, pour vos analyses. Et une pensée au peuple congolais qui célèbre ou qui est en train de pleurer aujourd'hui notre icône Papa Wemba, qui sera certainement inhumé ce mercredi. Une pensée à tous les artistes, une pensée aussi à Kofi Olomide qui a perdu son papa. Papa Wemba que nous pleurons tous. Oui, que toute l'Afrique pleure et même au-delà de l'Afrique. Et c'est ce qui est assez exceptionnel avec Papa Wemba. Je laisse le dernier mot peut-être aux Congolais sur Papa Wemba. Oui, mais absolument. C'est un homme transfrontalier, transcontinent et je crois qu'il faut le célébrer. Un artiste, on ne le pleure pas, on le célèbre. Nous allons clôturer cette émission sur ces belles phrases et ce bel hommage. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais ce n'est jamais fini. On se retrouve demain, cette semaine toujours consacrée au Burkina Faso, avec un dossier du jour spécialisé sur les élections municipales qui sont en train d'être organisées dans le pays. À demain.